Bonjour. Notre monde est rempli de mystères et d'énigmes. Le danger peut parfois se cacher beaucoup plus près que nous ne le pensons. L'histoire d'aujourd'hui vous racontera comment même les événements les plus ordinaires peuvent se transformer en véritables cauchemars pour certains. Parfois, les gens peuvent se faire des ennemis acharnés, à tel point qu'ils sont prêts à organiser des crimes de sang-froid. Il est encore plus choquant de voir à quel point cet ennemi peut être proche. Les héros de l'histoire d'aujourd'hui vivaient à Willard, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. C'est une petite localité avec une communauté très unie. La plupart des gens ici vont à l'église le dimanche. Tout le monde se connaît parfaitement. Le taux de criminalité y est bas et la vie s'écoule paisiblement et sereinement. La famille Porter avait acheté une ferme à Willard en 1957. Plus près des événements tragiques dont il sera question dans l'histoire d'aujourd'hui. Elle est passée sous la propriété du grand-père à Russell Porter, que tout le monde appelait Rusty. Il s'y est installé avec sa femme Rebecca, que tout le monde appelait Becky. Le 19 avril 2011, Becky, âgée de 46 ans, n'est soudainement pas venue travailler. Elle n'avait prévenu personne de problème de santé, comme elle le faisait d'habitude. 6 collègues, puis la direction, se sont inquiétés. Ce même matin, le voisin de la famille Porter est sorti sur son perron et a vu la voiture. La Mustang manquante était à sa place. Bien que le voisin savait que la femme partait habituellement tôt le matin pour aller travailler. L'héroïne de l'histoire se levait toujours à 7h30 du matin pour être au bureau à 8h. L'homme a pensé qu'elle ne se sentait pas bien. Alors, il a décidé de prendre de ses nouvelles. Mais personne n'a répondu à la porte. L'homme n'y a pas prêté grande attention, pensant que tout le monde était malade et dormait dans la maison. Quand le voisin n'a vu aucune activité dans la maison même pendant la journée, il a soupçonné quelque chose d'anormal. C'est alors que la fille inquiète de Becky, Jessica, qui n'arrivait pas à joindre sa mère, est arrivée à la maison. L'homme s'est approché de Jessica et lui a fait part de toutes ces anomalies. Ils ont frappé à la porte, mais personne n'a ouvert. Alors, ils ont regardé par la fenêtre et ont vu un grand désordre dans la maison. C'est pourquoi ils ont décidé d'appeler la police. Leur appel était le deuxième, car à ce moment-là, le fils de Becky parlait déjà avec les forces de l'ordre. Il a déclaré qu'il n'arrivait pas à joindre sa mère et s'inquiétait pour sa santé. C'est pourquoi il demandait de vérifier l'état de la famille Porter. Dès que les patrouilleurs sont arrivés à la maison, ils ont senti une forte odeur de produits de nettoyage directement depuis le perron. Les officiers ont fait le tour de la maison et ont regardé par la fenêtre. À l'intérieur, régnait un chaos total, particulièrement dans la cuisine et la chambre principale. Au centre de la pièce se trouvait un lit. Le matelas était de travers, la couverture tirée du lit, et le sac à main et le téléphone portable de Becky étaient éparpillés sur le sol. On y a découvert des traces évidentes de lutte. Tout rappelait une scène de crime. Les policiers ont également découvert dans la cuisine une moustiquaire de fenêtre découpée et ont supposé que c'était par là que le criminel s'était introduit dans la maison. Tout ressemblait à un cambriolage avec effraction. Quand les policiers ont finalement pu entrer, ils ont vu quelque chose qui contredisait cette hypothèse. Malgré l'apparence d'un volume avec effraction, de nombreux objets de valeur étaient restés à leur place. De plus,
Les propriétaires de la maison de ferme n'étaient pas à l'intérieur. Il était évident que quelque chose de sinistre s'était produit ici. C'est pourquoi les policiers ont bouclé le périmètre et ont commencé l'enquête sur l'enlèvement présumé des habitants de la maison. Quand le fils de Becky est arrivé à la ferme, il a également aidé la police à obtenir des informations précieuses. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était que les médicaments de son beau-père étaient encore là. C'étaient des comprimés que Rusty prenait quotidiennement après son traitement. Il n'aurait en aucun cas laissé le médicament en partant pour longtemps. De même, dans la chambre conjugale, on a trouvé le portefeuille de Becky, qu'elle gardait toujours sur elle. Sa voiture était toujours garée à l'extérieur de la maison. Dans l'habitacle, on a trouvé les cartes bancaires de la femme. La clé était restée dans le contact. Tout cela suscitait l'inquiétude. Il s'était clairement passé quelque chose de sinistre ici. Bien que toute la maison sentait les produits de nettoyage, on n'a trouvé à l'intérieur qu'une seule bouteille d'eau de Javel, qui était restée pleine. Il n'y avait pas de contenant vide de produits de nettoyage. Pourtant, il était évident que les produits de nettoyage avaient été utilisés très récemment. Tout cela semblait étrange. Quelqu'un les avait manifestement jetés. Il semblait que le criminel avait précipitamment aspergé tout ce qu'il pouvait de produits chimiques pour effacer les traces. À certains endroits, l'eau de Javel s'était accumulée en véritables flaques. Sur le sol du bureau, sous la table de travail, gisait un moniteur d'ordinateur. Cependant, l'unité centrale était absente. Il semblait qu'elle avait été littéralement arrachée. C'est pourquoi plusieurs câbles endommagés étaient restés sur place. Les policiers ont vérifié et découvert que cet ordinateur contrôlait de nombreuses caméras situées à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Comme l'unité centrale avait été volée, toutes les informations sur les supports avaient également disparu. Il était évident que le criminel avait emporté avec lui les preuves matérielles pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des détectives. Il a également été établi que les caméras étaient connectées à un système de sécurité unique. Peu avant ces événements, il avait émis un signal d'alarme qui était resté sans réponse. Les enquêteurs ont été troublés par le grand nombre de caméras de surveillance. Elles couvraient absolument tout le territoire de la maison sans angle mort. 6 mesures de précaution semblaient excessives pour un endroit aussi calme. Elles déconcertaient même la famille des disparus. Tout le monde pensait que l'installation du système de sécurité visait à rassurer Becky. Avec l'âge, elle était devenue très nerveuse et craintive. Néanmoins, cela suscitait l'inquiétude, car le couple vivait dans un quartier très sûr, où presque tout le monde se connaissait. Aucun crime grave n'avait été commis depuis des années. Les policiers ont supposé qu'ils pouvaient ressentir une menace ou craindre quelqu'un. On pensait qu'ils avaient pu se faire un ennemi qui avait fini par se venger d'eux et les enlever. Les produits de nettoyage suggéraient que le criminel avait essayé d'effacer des traces de sang. C'est pourquoi les enquêteurs craignaient le pire. Cependant, les enfants du couple rejetaient cette possibilité. Ils considéraient que leurs parents n'avaient pas d'ennemis. C'étaient des gens calmes qui entraient rarement en conflit entre eux et avec les autres, sans parler de provoquer quelqu'un à commettre un crime. Quand les voisins ont appris l'incident, ils ont également été très surpris. Les porteurs étaient connus comme des gens très pieux et honnêtes. Ils allaient à l'église chaque dimanche,
restait souvent avec les voisins pour des événements. Ils semblaient amicaux à tout le monde. Cependant, ceux qui connaissaient très bien le couple ont raconté à la police que Rusty avait un passé assez difficile. L'homme avait eu des problèmes liés à l'alcool et aux substances interdites avant de rencontrer Becky. Cela suggérait qu'il aurait pu replonger dans son sombre passé, accumuler des dettes ou fréquenter les mauvaises personnes. Toutefois, ces derniers temps, aucun mouvement de ce genre n'avait été remarqué. Son épouse faisait tous les efforts possibles pour protéger son mari des mauvaises habitudes. Malgré cela, l'idée d'une affaire criminelle a immédiatement été reprise par les médias. De nombreux voisins ont également entendu cette version et de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler autour de l'incident. Il s'est même trouvé des gens convaincus de l'implication d'un cartel mexicain qui aurait pu enlever le couple. La police, pendant ce temps, explorait la piste qu'un des époux aurait pu nuire à l'autre, puis s'enfuir ou mettre volontairement fin à ses jours. Malgré l'utilisation de produits de nettoyage, on a réussi à découvrir de petites gouttes de sang. Cela n'a fait que confirmer la version de la police liée à un crime violent. Malgré tout cela, même au 3e jour de l'enquête, il n'y avait toujours aucune preuve matérielle ni piste. Le couple a été déclaré disparu. Les recherches se poursuivaient. On pensait qu'au moins une personne avait été blessée dans cette maison. Ce qui semblait également suspect, c'est que les 2 époux avaient laissé dans la maison leurs affaires qu'ils utilisaient quotidiennement. Donc, tous les 2 auraient pu être victimes d'un crime. Durant cette période, les voisins du couple se demandaient ce qui avait pu leur arriver. Il semblait étrange qu'ils aient disparu ainsi et dans de telles circonstances. Plus ils restaient absents, plus leurs proches et tous les habitants locaux s'inquiétaient. Des rumeurs sinistres circulaient dans la région et cela effrayait toute la communauté. Environ 5000 tracts avec les photos des disparus ont été imprimés, que les bénévoles et les membres de la famille collaient dans la région. Les tracts apparaissaient dans tous les lieux de rassemblement, des stations-service aux magasins d'alimentation, en passant par les parkings pour camions. Cela a attiré la communauté locale des motards, qui aidaient activement aux recherches, notamment en interrogeant les habitants locaux. Une récompense a été offerte pour toute information sur la localisation du couple. Pendant que les détectives communiquaient activement avec les proches et les amis des disparus, ils rassemblaient des informations sur l'entourage proche et cherchaient des meurtriers ou des ravisseurs potentiels. N'importe quelle situation conflictuelle et désaccord avec d'autres personnes auxquelles les porteurs auraient pu être confrontés ces derniers jours et mois pouvait aider dans cette enquête. Ainsi, on a pu découvrir qu'un membre de la famille, nommé Rob Campbell, était en conflit avec Rusty. L'homme de 66 ans était son oncle. Il conduisait un pick-up et vivait non loin des porteurs. L'homme âgé au mauvais caractère est devenu le principal suspect dans cette affaire. Les enquêteurs ont commencé à étudier plus en détail les circonstances de sa vie et SS relation avec Rusty. Il s'est avéré qu'ils étaient en conflit depuis assez longtemps et que des accès de colère se produisaient périodiquement entre eux. Au moment de la disparition du couple, la situation entre eux s'était tellement aggravée qu'environ 3 semaines auparavant, chacun d'eux avait reçu une ordonnance restrictive concernant l'autre. Naturellement, les détectives sont arrivés au seuil de l'homme âgé
pour discuter avec lui des derniers jours avant la disparition de Rusty et Becky. Comme il s'est avéré, Rob revendiquait cette ferme, bien que juridiquement, il n'y ait aucun droit. L'homme âgé avait vécu quelque temps sur son territoire, jusqu'à ce que les nouveaux propriétaires y emménagent. Le petit-fils du propriétaire Rusty, qui avait reçu la ferme en héritage de son grand-père, et son épouse. Rob était mécontent de ces circonstances, estimant qu'il avait le plein droit de vivre dans la ferme en tant que fils du propriétaire. Mais en raison de mauvaises relations, il n'avait pas été mentionné dans le testament. Tous les conflits concernaient les biens. Rob avait proposé au nouveau propriétaire de partager la ferme en deux, mais Rusty avait refusé. Montrant les documents de propriété, c'est pourquoi l'homme avait gardé rancune. Il considérait ses revendications sur la moitié des biens comme justifiées. Avant le déménagement de Rusty et Becky, Rob s'occupait de la construction. Il avait restauré la façade de la maison, construit le 2e étage, refait le toit. Après cela, il avait acheté une nouvelle caravane. Puis, soudainement, les porteurs étaient arrivés, l'avaient littéralement expulsé du territoire et n'avaient pas voulu entendre parler de ses investissements dans la maison. Selon les documents, Rob n'avait aucun droit sur la maison, ce que lui avaient expliqué Rusty et Becky. Donc, investir des fonds dans une maison étrangère était absurde. Cela ne lui donnait pas droit à la moitié des biens. Néanmoins, Rob insistait que Becky et Rusty devaient libérer le territoire ou partager autrement avec lui le droit de l'utiliser. Peut-être verser une compensation. Au minimum, il voulait récupérer l'investissement dans la construction et la réparation. Mais ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord. Le problème s'aggravait et personne ne voulait le résoudre. Tout cela donnait une bonne raison de se débarrasser des époux et de s'emparer des biens. Les détectives ont remarqué que Rob se comportait de manière très possessive envers les biens qui appartenaient initialement aux grands-parents des porteurs et ne lui étaient pas revenus en héritage. Il était très en colère contre tous les membres de la famille, particulièrement contre Rusty et Becky. Finalement, à cause des conflits, il avait déménagé avec sa nouvelle caravane à un demi-kilomètre de la maison de ferme. L'homme semblait avoir un motif sérieux pour l'agression, l'enlèvement ou même le meurtre, compte tenu de la longue histoire de conflits entre les hommes. Cependant, Rob niait toute implication dans la disparition des époux, insistait sur son alibi. Il s'est avéré qu'il était effectivement le jour du meurtre dans une autre ville, à 150 km de la maison, en voyage d'affaires avec sa femme. Malgré l'alibi, il semblait que la police avait une réponse à toutes les questions. Robert Campbell vivait à quelques centaines de mètres du couple. Ils revendiquaient clairement leurs biens. Une ordonnance restrictive avait été obtenue contre lui. Probablement, toutes les caméras de surveillance sur le territoire de la ferme avaient également été installées pour se protéger de lui. On a trouvé des témoins qui avaient vu à plusieurs reprises des conflits entre les hommes. Par exemple, une fois, Robert était passé devant la maison familiale et avait crié par la fenêtre qu'il ne resterait pas longtemps ici. Tout cela pouvait être perçu comme une menace. Rob aurait pu engager des tueurs à gages et ne pas participer lui-même à l'enlèvement du couple. L'homme avait un motif réel, mais pouvait-il vraiment lever la main sur son parent et son épouse? Comme il s'est avéré,
Plusieurs personnes gardaient rancune envers les héros de l'histoire. Les Porter s'étaient officiellement mariés seulement 1 an avant leur disparition. Becky était mariée avant de rencontrer son nouveau compagnon. Son premier mari était le pasteur local de l'église nommé Terrence. La procédure de divorce avait été complexe et très contestée. Et 4 mois plus tard, Becky avait rencontré Rusty. À cette période, l'homme avait des problèmes avec des substances interdites et l'alcool. Cependant, dès qu'il avait rencontré sa compagne, elle était devenue pour lui une véritable bouffée d'air frais. Il semblait que depuis le début, elle essayait de le sortir de cet état de dépendance. Rusty lui-même admettait que grâce à elle, il avait ressenti un désir de vivre qu'il avait déjà oublié. Becky était plus âgée que Rusty. La différence entre eux était de plus de 10 ans. Ce fait avait même quelque peu déconcerté les membres de la famille du jeune homme, mais tous s'y étaient vite habitués. Cependant, la famille de Becky percevait la situation plus sévèrement. Après le divorce, elle vivait avec ses enfants et ses parents, mais ils n'aimaient pas Rusty. En conséquence, les enfants étaient restés vivre avec leurs grands-parents. Ils communiquaient moins avec leur mère à cause de son désir insistant de lier son destin avec un jeune homme ayant de graves dépendances. Ils avaient même refusé d'assister à leur mariage. De telles discordes n'étaient pas inhabituelles. Cela donnait-il vraiment à quelqu'un un motif d'attaque? Cependant, la procédure de divorce complexe avec Terrence semblait douteuse. En particulier, pendant leur vie conjugale, le couple avait ouvert un restaurant qu'ils possédaient ensemble. Personne ne voulait partager l'entreprise lors du divorce. Ainsi, le motif financier pouvait donner au premier mari de Becky une raison sérieuse de faire quelque chose d'horrible à son ex-femme et à son nouveau jeune époux. Les détectives n'ont pas pu découvrir d'autres suspects potentiels. Maintenant, l'enquête explorait 2 pistes. Le premier suspect était l'oncle Robert Campbell, qui avait des relations très tendues avec Rusty. Le second était l'ex-mari Terrence Fraser, qui pouvait avoir des revendications financières envers Becky. Les policiers se sont adressés à l'ex-mari, pasteur de l'église, pour connaître les circonstances de ses relations avec Becky ces derniers jours et mois. Cependant, contrairement à l'oncle de Rusty, il s'est comporté dès le début comme un ex-mari accablé de chagrin. Il semblait sincèrement bouleversé par sa disparition. Son comportement était très différent de celui de Robert. Il n'avait eu aucune situation conflictuelle ces derniers temps. L'homme vivait sa vie et semblait même heureux. Il regrettait sincèrement tous les désaccords qui étaient survenus avec son ex-épouse lors du divorce. Il pensait que dans certains cas, il aurait pu se comporter beaucoup plus doucement et avait eu tort. En parallèle, les policiers continuaient à communiquer avec les proches et les amis des Porter. Un des amis de Rusty a révélé une nouvelle information intéressante. Comme il s'est avéré, divers crimes contre les biens s'étaient produits à plusieurs reprises sur le territoire de la résidence familiale. Donc, en réalité, il pouvait avoir beaucoup plus d'ennemis dont personne ne savait rien. Cela expliquait bien les nombreuses caméras et le système de sécurité situés sur le territoire de la maison familiale. Les détectives ont également appris un incident récent où du matériel agricole avait été volé sur le territoire de la ferme familiale. Cela s'était produit quelques mois avant la disparition. Selon un des amis de Rusty, les caméras vidéo étaient apparues juste après cet incident.
Robert Campbell a été vérifié pour une possible implication dans cet événement. Il s'est avéré qu'il ne pouvait rien faire de tel à cette période, car il était loin de la ville. Cependant, sa haine évidente envers son neveu aurait pu pousser le parent à commander un crime. Pendant la période de l'attaque, il travaillait comme chauffeur routier et était parti au Texas. Après vérification, il s'est avéré que le pasteur n'était pas non plus impliqué. Cela suggérait que les porteurs pouvaient avoir plusieurs ennemis non évidents dont la police ignorait encore l'existence. À un moment donné, il semblait que l'enquête était dans une impasse, jusqu'à ce qu'une progression inattendue apparaisse. Environ une semaine après la disparition de Rusty et Becky, tôt le matin, un appel est arrivé au poste. Des témoins avaient découvert Donald et Helen Willingham, poignardés dans leur maison. Les policiers ont immédiatement remarqué de nombreuses similitudes dans les crimes. Les deux maisons avaient été envahies sans avertissement. Rien de valeur n'avait été volé. De plus, les nouvelles victimes avaient été tuées avec une cruauté particulière. Cependant, contrairement au premier cas, dans le second, personne n'avait eu le temps de se débarrasser des corps et de tenter d'effacer les traces du massacre. La raison était simple. Le fait est que le criminel avait été effrayé par un voisin. Il avait même poursuivi pendant un moment une personne en sweatshirt noir à capuche sur la route. Malheureusement, le meurtrier avait réussi à s'échapper. Après cela, le voisin avait immédiatement appelé le poste vers 5 heures du matin. Les policiers ont commencé à analyser les circonstances de la mort et de la vie des victimes du second incident. Comme il s'est avéré, la famille était très similaire aux Porter. En particulier, les deux femmes étaient des participantes actives à la vie de l'église locale. Helen était mariée à Donald Willingham, pasteur de l'église locale. Tout cela suggérait des pensées inquiétantes sur un tueur en série ou un lien entre CS familles. Cependant, malgré tous les efforts des forces de l'ordre, il n'y avait aucune progression tangible dans les deux affaires. Les parents des Willingham, leur entourage proche et la chronologie des événements précédents ont également été minutieusement vérifiés. On a trouvé plusieurs suspects, comme dans le CAS des porteurs. Mais lors d'entretiens personnels, ils ont été assez rapidement rayés de cette liste. Les deux affaires semblaient dans une impasse. La situation était destinée à changer seulement en juillet 2011. Durant cette période, un homme nommé Haas Huckleberry est arrivé au poste. Il était détenu pour accusation de cambriolage commis dans le comté de Greene. Son interrogatoire a duré 7h30, pendant lesquelles il a avoué être responsable de la mort de monsieur et madame Willingham. Mais il niait toute implication dans la disparition des porteurs. Par la suite, on a pu prouver qu'il ne pouvait effectivement pas les avoir attaqués. Il avait un alibi solide. Entre les crimes, il y avait non seulement beaucoup de similitudes, mais aussi un grand nombre de différences clés. En particulier, les motifs et la signature du tueur ne correspondaient pas. C'est pourquoi il a été exclu de la liste des suspects dans l'affaire Porter. Puis, un informateur de la police est sorti de prison, qui a raconté qu'il avait une information précieuse sur les époux Porter. Selon ses dires, un détenu nommé Tony se vantait pendant une conversation d'avoir pris les anniversaires de Rusty et Becky.
Ainsi, dans l'argot du monde criminel, les criminels disaient qu'ils avaient éliminé des personnes. Les détectives ont accueilli ces paroles avec un scepticisme raisonnable. Néanmoins, il était probablement préférable de ne pas ignorer cette piste d'enquête. Il a été décidé de vérifier Tony. En premier lieu, les policiers ont décidé de vérifier les données de son téléphone portable. En particulier, la géolocalisation, pour comprendre s'il aurait pu se trouver près de la maison des porteurs la nuit de leur disparition. En parallèle, les détectives vérifiaient la biographie de Tony. Il s'est avéré qu'il commettait régulièrement des cambriolages. Il se spécialisait principalement dans l'électronique et l'électroménager. Dans l'ensemble, le mode opératoire correspondait, y compris l'unité centrale que le criminel avait volée dans la maison, pouvait confirmer son implication. Pendant l'enquête, le détenu se trouvait en prison, attendant une inculpation pour un nouveau cambriolage. Les détectives ont décidé de lui parler personnellement. Néanmoins, il insistait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Rusty et Becky. Les proches décrivaient Tony comme un homme à problème depuis son plus jeune âge. Il s'attirait toujours des ennuis et était lié au monde criminel depuis l'époque de l'école. Les enquêteurs ont également parlé avec la famille de l'homme. Il s'est avéré qu'une rupture s'était produite entre eux depuis longtemps. Certains proches n'avaient pas vu Tony depuis plusieurs années. Ils n'avaient même aucune idée de ce qui lui arrivait. D'autres maintenaient le contact. Par exemple, le cousin de Tony, Dusty Hicks, qui collaborait activement avec l'enquête depuis le début. Après un certain temps, Tony a indiqué qu'il avait peut-être des informations sur le crime lié au Porter. Il a dit qu'il voulait montrer aux policiers un endroit où se trouvaient les corps des porteurs. C'était la vieille cabane de Tony, une sorte d'abri fait dans la forêt. L'homme a décidé de la montrer à la police. Plusieurs officiers se sont rendus sur place. Plus le groupe s'approchait de cette cabane, plus l'odeur désagréable devenait forte. Quand les forces de l'ordre sont arrivées à l'intérieur, elle était pratiquement insupportable. Ici, ils ont découvert un trou dans le sol, et sous le plancher en bois se trouvait une tombe avec des déchets et des restes humains dans la terre. 3 mois s'étaient écoulés depuis la disparition du couple. Naturellement, l'état des corps était mauvais. C'est pourquoi, au premier coup d'œil, il était impossible de dire qui exactement se trouvait entre les mains de la police. Une expertise médico-légale était nécessaire pour identifier les victimes. Finalement, l'expert a pu déterminer grâce au dossier dentaire et à l'ADN que sur sa table se trouvaient effectivement Rusty et Rebecca Porter. L'affaire de disparition a été officiellement requalifiée en double meurtre, quand on a pu établir comment les époux avaient été tués. Chacun avait reçu un tir dans la tête d'un pistolet, littéralement à bout portant. Comme le disent les criminologues, ils ont reçu une blessure par contact d'une arme à feu. Les victimes étaient en pyjama, probablement surprises dans leur sommeil la nuit ou tôt le matin. Cependant, il semblait étrange que les corps se soient retrouvés loin de leur maison dans la forêt. Y arriver était difficile et long. Comment l'ancien détenu pouvait-il tout savoir? Tout s'est avéré simple. Le cousin de Tony, Dusty Hicks, était complice. Le cousin a raconté que Tony avait une véritable bande. Elle comprenait plusieurs de ses amis d'enfance. Tous ensemble, les jeunes gens commettaient régulièrement des crimes. En général,
ils cambriolaient simplement des maisons pour s'enrichir aux dépens d'autrui. Il n'y avait pas de crimes violents sur leur liste. Du moins jusqu'à la découverte des porteurs, Dusty a avoué qu'outre lui-même et Tony, l'épouse du criminel principal, nommé Windy Friend, ainsi que le fils de Tony, Philippe, avaient participé au massacre. Il a été décidé de vérifier les enregistrements des conversations téléphoniques entre les participants. On a pu découvrir une correspondance suspecte entre Tony et son fils. Tony, Windy, Philippe et Dusty étaient localisés près de la maison des porteurs le 18 avril. Cependant, les appareils avaient été éteints à quelques centaines de mètres de la ferme. Les suspects se sont retrouvés en interrogatoire et ont avoué qu'un certain commanditaire leur avait proposé 100 000 $ pour un double meurtre. Tony, en tant que plus âgé et plus expérimenté, avait impliqué dans l'activité criminelle son propre fils et d'autres personnes, les attirant avec de l'argent. Selon les aveux des suspects, ils utilisaient un film adhésif spécial qu'ils enroulaient autour des mains pour ne pas laisser de traces. De plus, avant d'arriver chez les porteurs, ils avaient acheté une bouteille entière d'eau de Javel, qu'ils avaient ensuite utilisée pour effacer les traces sur la scène de crime. À la ferme, ils ont désactivé les caméras de surveillance en coupant les fils. C'est pourquoi le signal d'alarme avait été déclenché. Après avoir coupé la moustiquaire, les malfaiteurs ont pu entrer par la fenêtre. Tony était armé d'un fusil à canon scié et les autres l'aidaient simplement. L'homme est entré dans la chambre conjugale et a braqué l'arme à feu sur Rusty et Becky qui se réveillaient. Après cela, il a ordonné aux participants d'immobiliser leurs futures victimes avec des attaches en plastique. Ils les ont tous deux enlevés et emmenés dans un pick-up vers une zone forestière isolée. Le couple a été débarqué près de la cabane dans la forêt, où les deux corps ont été découverts plus tard. Selon l'aveu de Philippe, son père et Dusty ont immédiatement conduit les prisonniers dans la forêt. Environ 10 minutes plus tard, il a entendu un coup de feu et quelques minutes après, un autre. Probablement, c'est à ce moment-là que les porteurs ont perdu la vie. Puis, les corps ont été jetés dans une tombe improvisée. Les malfaiteurs sont retournés dans la maison des victimes, ont fait le ménage pour effacer les traces et ont volé l'ordinateur pour prendre les enregistrements des caméras. Naturellement, les policiers étaient surtout intéressés de savoir qui était le commanditaire de ce crime, qui était prêt à débourser 100 000 $ pour 2 innocents. Tony a cité un nom, et il était tout à fait logique, Robert Campbell. Selon les dires du tueur, l'oncle voulait se débarrasser de son neveu et de sa femme, pas seulement parce qu'il l'avait expulsé. En réalité, il savait quelque chose de plus grave sur lui, un terrible secret qui leur a coûté la vie. Cependant, aucun détail de ce secret n'a été révélé. Plus tard, il s'est avéré que Rusty et Rebecca pensaient que Robert faisait des affaires illégales et vendait du matériel volé. Il rassemblait des informations à ce sujet et prévoyait de contacter la police. Robert, naturellement, ne pouvait pas le permettre. Il s'est adressé à sa connaissance Tony et celui-ci a impliqué d'autres personnes pour commettre le meurtre. Toute la bande a été arrêtée. Robert Campbell a déclaré « Je le jure sur la Bible, je ne l'ai pas fait. » Mais la police ne l'a pas cru.
Le procureur a inculpé les 5 criminels. Tony Friend a plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dusty Hicks a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Wendy Friend a été condamné à la prison à perpétuité. Philip Friend a témoigné contre ses complices. C'est pourquoi sa peine a été allégée. Il a été condamné à 13 ans de prison. Ce n'est qu'en 2016 que Robert Campbell a comparu devant le tribunal. Les preuves contre lui étaient circonstancielles. Le criminel a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Condamné à 2 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Même Caroline, l'épouse de Robert, devait être poursuivie pour complicité et faux témoignage. Mais elle s'est suicidée avant d'être accusée de quoi que ce soit.